bonjour à toutes et à tous. Et oui, je vais encore dire à toutes et à tous, il y a quelques hommes quand même, mais très peu. Mais bon, ça c'est un autre sujet qui pourra faire l'objet d'une conférence ultérieurement. Bon, je me présente, Véronique Saint-Aubin, je suis coprésidente du POP, le POP qui est le Pôle Petite Enfance, une association, loi 1901. Donc nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cette magnifique salle. On est très, très contents qu'on ait pu avoir cette salle à Épinay. Donc cette conférence est dédiée à un sujet qui nous semble capital au niveau du POP, et pas que le POP, d'autres partenaires aussi, ceux qui sont là pourront en témoigner aussi, qui est donc l'éveil culturel et artistique des jeunes enfants. Alors, bien sûr, vous allez dire, ça concerne tout le monde, mais là, notre sujet, c'est sur les jeunes enfants. Et avec un point d'interrogation, parce que c'est pour tous les jeunes enfants. Donc vous verrez pourquoi il y a ce fameux point d'interrogation. Et j'espère qu'à la fin, on finira par avoir un point d'exclamation. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Donc, je tiens à préciser que cet événement est soutenu par l'État, par la préfecture de région, qui a une politique actuellement, justement, pour développer les interventions, les animations de qualité au sein des accueils de la petite enfance. Donc un grand remerciement, comme je disais tout à l'heure, donc à la ville d'Épinay et en particulier au MC2, qui est un centre social ici à Épinay. Et en particulier, je fais un petit coucou à la directrice qui n'est pas là, mais ça sera transmis. Donc ils ont bien voulu nous accueillir ici aujourd'hui, ainsi que donc à tous les intervenants qui se sont mobilisés, donc qui vont pouvoir se présenter aujourd'hui, et donc ainsi que donc à Aurélie et Nathalie, la petite, bon, Nathalie Chouzeau qui va se présenter tout à l'heure aussi, la petite équipe du POP sans qui cette initiative n'aurait pas pu se faire, et aux intervenants techniques là, qui sillonnent la salle et qu'on remercie aussi, parce que tout ça, ça se fait aussi avec le background de la technique. Donc un grand merci à eux. Donc cette initiative, c'est le POP qui porte cette initiative, hein, le pôle petite enfance. Donc on tient, d'ailleurs ça fait partie de nos objectifs, à développer les pratiques éducatives de qualité, innovantes, donc quel que soit, qui s'adressent donc aux petits enfants, mais quelle que soit leur origine sociale, leur origine ethnique, et ça on y tient beaucoup aussi. Donc aujourd'hui nous réunissons pour explorer et approfondir notre compréhension de l'importance cruciale de la culture et de l'art dans le développement des tout-petits. En effet, nous croyons fermement que chaque enfant mérite d'avoir accès à des expériences culturelles et artistiques enrichissantes dès le plus jeune âge. Au cours de cette conférence seront présentés des projets menés par des acteurs reconnus de la diffusion de la culture, en particulier en direction des enfants, tels Montmartre, ils vont se présenter après, 1, 2, 3 Soleil, cinéma... 9-3, pardon. Pourquoi je dis 1, 2, 3 Soleil ? Ça devait être une radio dans les années quelques, ça, oui. Pardon, 9-3 Soleil. Cinéma 93 et la médiathèque d'Épinay. Alors ici, vous avez un certain nombre de livres qui peuvent vous intéresser. Alors si vous n'avez pas la pointe, bon, c'est un point pratico-pratique, à ce moment-là, laissez vos coordonnées, on vous enverra une facture et vous nous réglerez par retour de facture. Mais il y a de très bonnes bibliographies, là, plein de bonnes choses à lire. Donc nous pourrons ainsi échanger cet après-midi, échanger des idées novatrices mises en place, partager des meilleures pratiques et de discuter des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre quête commune pour offrir un éveil culturel et artistique inclusif et stimulant pour tous les jeunes enfants. Je vous invite donc à vous plonger dans ces échanges inspirants, nous le souhaitons, et à œuvrer ensemble pour créer un monde où chaque enfant peut s'épanouir à travers la culture et l'art. Donc, bonne conférence, et n'hésitez pas, lorsque les intervenants auront pris la parole, de poser des questions. Hein, c'est vraiment échanger, parce que voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi, qu'on échange. C'est toujours très très important. Donc merci à vous et bonne conférence encore, et merci encore aux intervenants. Alors voilà, c'est à moi maintenant.
Donc, tout d'abord, une nouvelle fois, je vous remercie aussi d'être là. Effectivement, l'éveil culturel et artistique pourrait sembler en fait une problématique qui vient bien après en fait d'autres besoins nécessaires comme les besoins des enfants de bien dormir, de bien manger, etc. Mais en fait, il se trouve que l'éveil culturel, il faut le savoir, est aussi essentiel en fait aux jeunes enfants. Et c'est un thème qu'il ne faut pas oublier, un sujet qu'il ne faut pas oublier. Donc, l'éveil culturel et artistique entraîne des enjeux politiques dans des domaines du social, de la culture et de la santé. Alors, c'est mieux comme ça ? Ah. Ok. Donc, commençons par la culture, ou plutôt le droit à la culture. La Convention internationale des droits de l'enfant le mentionne à son article 31. Les enfants ont le droit de jouer, d'avoir des loisirs, des activités sportives, culturelles et artistiques pour développer leurs talents et apprendre les valeurs liées à la vie en société. Plus précisément, en ce qui concerne la petite enfance, nous pouvons citer le principe 5 de la Charte nationale du jeune enfant, que vous connaissez tous, bien sûr. Je développe ma créativité et j'éveille mes sens grâce aux expériences culturelles et artistiques. Je m'ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels. Des personnalités de la petite enfance, comme Dominique Rateau, revendiquent aussi et ont revendiqué aussi ce droit pour les jeunes enfants. Il est question du droit du jeune enfant d'accéder au patrimoine culturel, aujourd'hui on pourrait dire aussi le matrimoine culturel, à la création et à l'expérience artistique qui contribuent et contribueront au libre et plein développement de son identité. Différents protocoles entre le ministère de la Culture et celui des Solidarités et de la Famille ont permis la mise en place de moyens communs à l'éveil culturel et artistique pour la petite enfance. Un premier a été rédigé et signé en 1989, mais c'est celui de 2017 qui va permettre la réalisation d'actions plus nombreuses dans différents domaines de la culture et de l'art. D'ailleurs, j'ai appris par des sources qui ne sont peut-être pas certaines, mais qu'il y avait un prochain protocole qui allait être rédigé. Des rapports importants ont été présentés, celui de Sylviane Jampineau en 2016 concernant le développement du jeune enfant, qui permettra l'introduction dans les milieux de la petite enfance de la Charte nationale du jeune enfant. Au niveau social, des spécialistes de la petite enfance se sont mobilisés pour permettre l'accès à tous les jeunes enfants à la culture. Sylvie Reyna, qui interviendra tout à l'heure, a écrit 2 ouvrages majeurs sur cette problématique, Art et culture pour inclure, Bébé au musée, pour ne citer que cela, et sans citer aussi le prochain, elle nous l'expliquera tout à l'heure. Alors, quelque chose aussi fondateur et très important pour l'éveil culturel et artistique, c'est le rapport sur la santé culturelle de Madame Sophie Marinopoulos en 2019. Donc, Sophie Marinopoulos place l'éveil culturel et artistique au même titre que les autres besoins des enfants, comme ceux de manger, de dormir, d'être protégés. Elle crée le concept de santé culturelle. Il a été évoqué à l'époque la possibilité de l'inscrire dans le carnet de santé de l'enfant, comme une priorité. Donc, je vais me permettre de faire un peu de lecture, mais je trouve que c'est important qu'on se rappelle en fait ces 12 points du rapport, c'est les 12 points essentiels de ce rapport qui est évidemment beaucoup plus long. La santé culturelle permet de poser l'éveil de l'enfant comme une condition de son équilibre. Éveiller, c'est humaniser. La santé culturelle favorise la reconnaissance du petit humain comme un être relationnel ayant une appétence à communiquer. La santé culturelle prend en compte le besoin vital du petit humain d'être inscrit dans un tissu narratif qui l'ouvre à la vie. La santé culturelle fait valoir que les expressions sensorielles, émotionnelles, gestuelles, corporelles, langagières s'apparentent à des expressions artistiques à part entière, porteuses de sens et soutenant la part vivante du sujet. La santé culturelle reconnaît que les artistes
ont un rôle majeur à jouer dans la promotion des programmes de santé culturelle à destination des enfants. La santé culturelle reconnaît les professionnels de l'enfance comme des interlocuteurs privilégiés des enfants et de leurs parents. La santé culturelle est pluriculturelle et reconnaît l'apport nourricier de chaque culture pour le développement des enfants. La santé culturelle occupe une place centrale parmi les droits culturels, capable de décloisonner le monde culturel et le monde social et médical. La santé culturelle, en réclamant l'éveil pour tous, lutte contre les inégalités et les exclusions. Alors voilà, comment résumer en quelques mots tout l'intérêt pour les jeunes enfants de ces pratiques culturelles et artistiques? Les mots, les discours peuvent être parfois ennuyeux quand il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai choisi des images inspirées d'un proverbe juif. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je le trouve très beau. On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. Cela illustrait bien l'apport de la culture et de l'art pour tous les jeunes enfants. J'ai pourtant pris la liberté d'y ajouter une autre image, celle des nids. Donc, des racines, des ailes, mais aussi des nids. Alors, pourquoi des racines? Parce que l'enfant a besoin d'être nourri de culture. Il a besoin que sa famille, son environnement, plus largement, lui transmettent cette culture, ou plus justement, ces cultures, ces arts. Pourquoi des nids? Parce que les enfants ont besoin d'être protégés, d'être écoutés, regardés dans un environnement qui sait les accueillir avec leur spécificité de petit enfant. Pourquoi les ailes? Parce qu'ils ont besoin d'explorer, de faire appel à leur sens librement, pour un jour pouvoir s'émanciper, devenir acteurs et peut-être même artistes de leur vie. Alors, on peut faire parfois un parallèle entre le monde de l'art, surtout moderne et contemporain, et celui des enfants. Il n'y a aucun doute, évidemment, qu'un artiste n'est plus un enfant et qu'un enfant n'est pas forcément non plus un artiste. Mais ce rapprochement m'a beaucoup intéressée. Alors, j'ai cherché de quelle manière de grands artistes appréhendaient l'art enfantin. Il existe une proximité qui s'installe souvent entre les jeunes enfants et les artistes. Je me suis demandé si cela n'était pas dû à leur façon d'appréhender les normes. En effet, l'enfant n'a pas encore intégré toutes ces normes, elles sont en construction, quand l'artiste, lui, cherche à les dépasser. Alors, Kandinsky. Kandinsky ne considère pas du tout le dessin d'enfant comme quelque chose qui montre un mode d'apprentissage. Il ne le lit pas comme un signe où on apprendrait à appréhender le monde. Au contraire, pour lui, ce qui l'intéresse dans le dessin de l'enfant, c'est la forme même du dessin et cette façon dont elle peut s'émanciper des connaissances pratiques. Juste une petite parenthèse, vous ne les voyez pas trop, mais derrière vous, il y a une fresque qu'ont dessinée les enfants ce matin. Il faut savoir, je suis désolée, il aurait fallu qu'on la mette plus haut. Il faut savoir que Kandinsky collectionnait les dessins d'enfants. Picasso est celui qui dira qu'il a mis toute sa vie à retrouver comment dessiner comme un enfant. Töpfer, pour lui, il faut cesser de juger le dessin d'enfant avec nos critères d'adulte, parce que sinon, on ne comprendra rien. L'enfant représente ce qu'il sait des choses et non pas ce qu'il voit. Alors bien sûr, il est nécessaire d'éveiller les jeunes enfants à la culture et à l'art. Mais comment? Comment l'artiste, par exemple, s'y prend-il? Philippe Bouteloup a écrit un très, très beau livre qui s'appelle « La culture des bébés » en 2001 aux éditions RS 1001 bébés. Et il parle justement du travail de l'artiste avec les enfants. Le contexte se fait à distance, l'artiste crée devant l'enfant et celui-ci partage l'intérêt que l'artiste porte à sa discipline, sa sensibilité, ses interrogations, son émotion. Mais l'artiste peut aussi être pédagogue. Dans ce cas, il met son art au service d'une rencontre avec les enfants. Il suscite l'expression artistique de l'enfant, enrichit, accompagne ses productions. Il ne crée plus pour lui-même,
Il met son art et il met en jeu sa créativité en écho à celle de l'enfant. Son art est aussi dans la manière de favoriser une qualité musicale, plastique, théâtrale ou chorégraphique. Il ne cherche pas à transmettre une technique, n'apprend pas la bonne manière de chanter, de danser, de parler, de dessiner. Sa mission est ailleurs, reconnaître et donner corps au désir d'expression, de communication de l'enfant. Alors, c'est vrai pour les artistes, mais si on imagine une professionnelle de la petite enfance qui aussi fait ce genre d'action avec les enfants, elle est aussi en fait un petit peu dans cette démarche. C'est-à-dire que c'est pas forcément laisser les enfants tout seuls, c'est qu'effectivement qu'il y a un écho entre cet adulte qui est auprès des enfants et les enfants, et que voilà, c'est en relation en fait. Alors, il s'agit peut-être aussi, du coup, quand on pense aux professionnels de la petite enfance, mais aussi aux parents, en fait, à tous les adultes, de réveiller les adultes. Non pas réveiller, mais juste leur permettre, en fait, de s'éveiller de nouvelles fois. Alors, voici ce que Christine Bernard et Karine Verne, proposent pour ce travail auprès des professionnels de la petite enfance. Soutenir la créativité des professionnels, c'est leur donner du jeu, de l'espace, leur permettre de laisser vivre en elles leur créativité enfantine, leur spontanéité, leur inventivité, de façon qu'elles puissent continuer à s'émerveiller devant les trouvailles des enfants, visiter leur univers. Effectivement, pour avoir fait quelques formations avec des professionnels de la petite enfance, elles hésitent beaucoup, elles n'osent pas en fait dessiner, elles n'osent pas fabriquer parce qu'elles disent qu'elles vont pas bien faire. En fait, c'est ce que je souhaiterais que d'autres personnes souhaitent, c'est que en fait elles se permettent aussi de pouvoir créer. Voilà. Donc les lieux, les différents intervenants de la culture, les artistes ont affaire à un double public. En effet, on ne doit pas oublier ces deux paramètres. Les adultes emmènent les enfants, mais c'est parfois grâce à eux qu'ils reviennent ou viennent dans les lieux culturels, rencontrent des artistes, etc. Alors, une dernière petite lecture, c'est notre sujet de cet après-midi. Les professionnels des modes d'accueil de la petite enfance semblent aujourd'hui tous informés et concernés par l'éveil culturel et artistique pour les jeunes enfants et les adultes qui les accompagnent. Les assistantes maternelles le sont, elles aussi, de plus en plus. Cependant, les propositions pour l'éveil culturel et artistique les concernant sont encore à développer pour leur donner les moyens, les possibilités de s'y engager. Les différentes actions concernant l'éveil culturel et artistique sont très investies par les familles socialement favorisés ou encore habitués à la fréquentation des lieux culturels. Ah, je change de micro. Pourtant, les familles les plus fragilisées y ont peu accès. Manque d'informations, manque de proximité de façon générale, géographique, sociale, culturelle. Nous proposons durant cette journée de réfléchir, de soumettre quelques pistes pour améliorer l'éveil culturel et artistique là où il rencontre différents obstacles pour se développer. Nous proposons la question suivante qui peut être complétée par les vôtres. Quel type d'action culturelle et artistique mener pour permettre à toutes les familles, tous les jeunes enfants et aux assistantes maternelles de participer? Donc, bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre tous ces problèmes. On va juste en parler un petit peu. Mais ce qu'il faut, et voilà, si chacun d'entre nous, en fait, continue un petit peu à chercher et s'inspire aussi des idées des autres personnes, des gens qui rencontrent, des artistes, etc. Voilà, normalement, du coup, ça devrait être de plus en plus grand. Donc, le programme de l'après-midi, je crois que Véronique l'a déjà un petit peu évoqué. Donc, je vais donc laisser la place aux intervenants de notre table ronde qui vont présenter chacun leur dispositif, association, lieu, ainsi que leurs actions pour l'éveil culturel et artistique et apporter quelques éléments de réponse à cette question.
Le peuple les remercie chaleureusement de leur présence aujourd'hui. Nous avons souhaité que cette table ronde concerne en fait des domaines différents de la culture et de l'art. Donc un 9-3 Soleil qui, même s'il fait d'autres choses en tout cas, est plutôt du côté du spectacle. Réseau Montmartre qui voilà, est plutôt en fait sur des actions dans les écoles voilà, ou dans les crèches. Elle va nous en parler aussi après. Cinéma 93 du côté du cinéma pour les tout petits. Et Opélie Mendès de la médiathèque Épinay-sur-Seine qui nous parlera aussi de ses actions par rapport au livre. Voilà. Donc je vous souhaite un bon après-midi. Je reste là à côté en fait, des intervenants, mais je vais leur passer le micro. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Je suis Ludovic Blanchard de l'association 1-9-3 Soleil. Je coordonne les actions culturelles et une partie du festival également. Et je vais vous présenter aujourd'hui un support de communication que vous allez pouvoir repartir avec gratuitement. Alors je suis désolé, c'est sur la même table, donc ne vous trompez pas, puisque normalement il y en a pour tout le monde. S'il n'y en a pas assez, j'en ai d'autres. Mais voilà, je fais de la concurrence déloyale avec les livres qui sont payants. Excusez-moi. Voilà. C'est un axe de travail, donc je vais vous le développer plus tard. Je vais d'abord présenter l'association et aussi le festival qui va pas tarder à commencer dans Seine-Saint-Denis. Donc on a une association qui a presque 18 ans, on a 17 ans d'existence et implantée en Seine-Saint-Denis depuis le début avec le festival qui est dans les théâtres partenaires de ville, dans les parcs départementaux, et là il y a un accès gratuit, donc on pourra vraiment, ça c'est un axe important aujourd'hui, et dans certaines crèches de ville ou départementales. Parallèlement, on a, à la demande du département, organisé un cycle de formation, un parcours de sensibilisation des professionnels de la petite enfance des crèches départementales sur l'accompagnement des tout-petits au spectacle vivant. Et donc de pouvoir montrer dans différentes salles de spectacle la création contemporaine qui est assez foisonnante en Seine-Saint-Denis ou ailleurs, mais il n'y a pas que des compagnies d'ici. Donc ce matin, par exemple, la compagnie La Croisée des Chemins est un exemple de compagnie francilienne qui est très active dans les théâtres, mais aussi dans les structures non équipées. Ça, c'est une des forces de ces artistes-là, c'est qu'ils vont travailler dans les structures pour créer des spectacles qui vont être dans les théâtres, mais aussi dans les crèches ou les médiathèques. Merci. Et donc, ils ont une connaissance des tout-petits assez fine, et ils s'en inspirent, et ils échangent avec les professionnels de la petite enfance pour avancer dans leurs expérimentations et pouvoir proposer des choses qui sont le plus adaptées possible. Nous, on est une association qui ne sommes pas artistes. On est entre les artistes et le public, et vous qui programmez des spectacles dans les structures, et aussi donc les services culturels des villes, et les programmateurs de théâtre et autres. Et ça, c'est important que ça ne soit pas déconnecté pour avoir des leviers aussi pour accueillir des artistes dans les structures. C'est que effectivement ça coûte de l'argent et que les services culturels sont de plus en plus à même de découvrir des spectacles de qualité. Et vous êtes à la demande de votre côté à pouvoir dire que le public des tout-petits existe, il a ses particularités, et vous devez être présent pour du coup accompagner presque les professionnels de la culture à avoir des programmations dans les théâtres, dans les médiathèques, et mettre tous les atouts de votre côté pour que ça se passe bien. Et si vous repérez des choses, pourquoi pas être aussi conseil. Donc nous, c'est notre métier de conseiller ceux qui veulent programmer.
Donc vous pouvez nous appeler. On peut vous conseiller effectivement tout un tas de compagnies plutôt pas loin. Et ensuite, on vous laisse la main sur l'organisation. Mais après, on peut aller aussi plus loin, c'est-à-dire de créer des choses qui sont au-delà du spectacle, qui vont être des parcours d'ateliers, par exemple, où là, nous, on a aussi un vivier d'artistes qui a l'habitude de s'adapter aux espaces, que ce soit les crèches, les centres sociaux, les PMI, et aux différents publics, du coup. Parce qu'on a parlé d'assistants maternels aussi, des familles, tout ça, parfois, ça peut être mélangé au sein d'un spectacle, forcément, mais aussi au sein d'ateliers, pour avoir des expériences plus proches des artistes. Parce qu'il y a des spectacles où il va y avoir vraiment une distance entre le public et les artistes. D'autres, où certes, comme ce matin avec Delphine, où les enfants sont au milieu des artistes. Mais en tout cas, en atelier, il y a cette proximité et cette ouverture des possibles pour que les enfants puissent être libres de leurs actions et être avec une vraie rencontre avec les artistes, et que les adultes aussi aient la possibilité d'être en action. Donc ça, on développe ça dans des parcours qui sont de plusieurs rencontres dans le même lieu, soit avec les mêmes artistes, soit avec des artistes différents. Et pour ça, on demande de l'argent. Voilà, on demande de l'argent à différents niveaux. Donc il y a la CAF qui peut nous aider. Avec quand on va toucher des familles, c'est les dispositifs de REAP, le réseau d'aide et d'appui à l'accompagnement à la parentalité. Oui. Je ne sais plus l'ordre. Je vais boire un petit peu. J'ai très très soif. Pardon. Pardon. Également, les villes, forcément. Donc, on va vers les services petite enfance, les services culturels, les services politiques de la ville. Et donc, on va pouvoir aller dans les centres sociaux à ce moment-là, avec les services politiques de la ville, puisque c'est des développements dans les quartiers sensibles, avec les appuis des structures qui vont toucher les familles qui sont isolées, qui n'ont pas les modes de garde. Mais ça n'empêche pas d'inviter sur ces coups de temps-là des assistantes maternelles. Donc on a une mixité de public. Et là, on a un accès gratuit à ces propositions et du coup, de très grande diversité des publics. Forcément, dans les crèches, il peut y avoir aussi les familles, mais c'est plus compliqué de les faire venir. Mais en tout cas, c'est des modes qui ne sont pas forcément très développés sur la petite enfance. On a souvent, dans les contrats de ville, un axe emploi, un axe aide pour les jeunes. Sur la petite enfance, ce n'est pas un axe précis, mais on se cale sur l'axe éducation. Donc si jamais vous pouvez faire remonter, en fonction de vos structures, à des porteurs de projets, cet axe-là, il n'est pas vraiment très précis, petite enfance, mais il est en train, en tout cas, d'arriver petit à petit. Et nous, on force un peu la main, en fait, puisque c'est forcément un levier financier qui nous fait avancer. Une autre caractéristique qui se met en place depuis quelques années, c'est les cités éducatives, où là, la tranche d'âge est très large. Ça va de 0 à 25 ans, donc forcément la petite enfance, elle est dedans, mais il faut qu'on puisse s'en saisir. Et donc nous, on essaye de faire le lien entre les grands qui sont en crèche ou avec les assistants maternels et l'entrée à l'école, avec les toutes petites sections par exemple, ou avec les maternelles première année. Et on met en place des projets dont les artistes sont les acteurs. Donc comme ça, il peut y avoir plusieurs temps avec les mêmes artistes, des temps où on peut avoir des temps d'atelier, de pratique, des temps à l'intérieur, des temps à l'extérieur,
des temps de spectacle, des temps de sortie, parce qu'il y a des enveloppes assez conséquentes. Et puis, depuis quelques années, avec excusez-moi, ce que vous avez dit tout à l'heure, de Madame Marinopoulos. Oui. La santé culturelle. La santé culturelle, voilà, tous ces axes-là qui sont maintenant nationaux. Vous, sur le terrain, vous les avez depuis longtemps. Maintenant, c'est en train de redescendre. Donc, c'est les DRAC, les ministères de la Culture qui s'emparent de cet axe-là pour la petite enfance et qui a besoin d'artistes de qualité pour aller au plus près des tout-petits. Donc, eux, ils ont des appels à projets. C'est les compagnies qui vont répondre. Et nous, on peut axer des compagnies sur telle ou telle ville qui va avoir aussi des structures qui ont envie de ça. Donc là, en Seine-Saint-Denis, on sait qu'on peut envoyer des compagnies à des endroits précis parce qu'il y a cette culture, et de plus en plus, il y a cette culture des structures de petite enfance de faire venir les artistes. Donc je vais vous montrer quelques images quand même de ces parcours d'ateliers qui sont avec voilà, aucune a priori sur qui vient et sur le mélange des disciplines. On a des artistes plasticiens, des danseurs, des musiciens qui offrent des univers artistiques très variés et très libres d'accès. Effectivement, les adultes, c'est pas forcément évident au premier abord de se laisser aller, mais les enfants montrent la voie. Et pour certains artistes, ce sont des moments aussi de recherche artistique. Ils vont tester des choses, ils vont jouer surtout, en PMI, en centre social, avec des familles qui seraient a priori pas venues au spectacle, mais c'est une première entrée pour après être accompagnées par les professionnels. Alors en centres sociaux, il y a les référents familles qui sont sur cette tranche d'âge, mais il n'y en a pas dans tous. Parfois, ce sont des éducateurs ou éducatrices de jeunes enfants, donc là, c'est vraiment tout du bonheur pour tout organiser. Donc, c'est le livret que vous avez entre les mains. On forme des binômes aussi, des gens qui veulent, des artistes qui veulent voilà, il y a Céline que vous avez vue ce matin. Des artistes qui veulent aussi rencontrer d'autres artistes. Et nous, on est entre les deux. On met en place tout le dispositif pour que les structures n'aient pas à s'occuper de toute la logistique, sauf d'accueillir. Et puis, les artistes, de leur côté, nous donnent leur disponibilité et on les fait aller dans tout le 93. Hein. Cette année, on va sur Sevran, à Gagny, Bobigny. On a été au Bourget, à Duny. Enfin, voilà, et c'est en lien avec notre festival. Le festival qui a lieu au printemps et qui va pas tarder à commencer. Donc, je vous invite à prendre des affiches, vous avez aussi, hein, qui sont sous la table. Les affiches qui sont de deux... Il y a la grande affiche et puis tout le programme. Donc il y a dans les théâtres, comme je vous le disais, et les parcs, c'est gratuit. Et c'est là où, du coup, on peut avoir aussi une mixité des publics. Alors il y a ceux qui vont être au courant, qui vont venir exprès pour ça, et puis ceux qui sont juste dans le parc ce jour-là et qu'on va aller un petit peu chercher pour des expériences de spectacle ou juste de temps de lecture dans l'herbe ou d'impromptu comme ça sur un après-midi. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais il y a à nouveau Delphine sur l'image, en rouge ici.
Donc avec une forte envie d'aller vers la nature, un autre aspect important pour la petite enfance, ne pas se déconnecter. Donc on est en partenariat avec les parcs départementaux qui nous offrent vraiment des beaux sites à la Courneuve, à l'île Saint-Denis, à Montreuil, Jean-Moulin-les-Guilans, au parc de la Poudrerie à Sevran et au Sausselet à Aulnay. Voilà, on arrive à être un peu sur tout le territoire. Une journée ou deux, c'est pas beaucoup, donc il ne faut pas louper. Et c'est entre le 13 mai et le 16 juin. Bon, voilà, c'est... Donc, voilà, la CAF, on retrouve les logos, hein, le préfet, c'est la région de l'Île-de-France, c'est la préfète à l'égalité des chances. C'est pour ça que ça rentre dans les financements possibles, parce que on parle à tous les enfants et à toutes les familles. Moi, j'ai fini. Merci. On va répondre à des questions après. Petite précision pour lauréat, je crois qu'il reste encore quelques jours. Il y a eu une petite rallonge pour les personnes qui font les dossiers de demande de subvention auprès c'est la CAF. Hein. Donc il y a quelques jours encore, donc il est encore temps de proposer des projets dans ce cadre-là. Peut-être que des fois, on doit se précipiter un petit peu, donc n'hésitez pas à nous contacter un peu en avance, mais on peut être un partenaire et ensuite choisir des artistes. On n'est pas obligé d'écrire sur les dossiers avec tel artiste. C'est ça. Bonjour à tous et toutes. Moi, je suis Anissa Lamrani. Je suis responsable de développement au sein de l'association Réseau Montmartre. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. On est ravis de pouvoir témoigner. On espère qu'on va pouvoir vous donner quelques clés, en tout cas de compréhension, puis aussi peut-être des idées de projets. Je vais vous présenter très très rapidement l'association, puis on aura l'occasion, je pense, après de pouvoir un peu plus échanger. Réseau Montmartre, c'est une association qui a 23 ans. C'est une association d'éducation populaire qui s'est vraiment donné comme mission de contribuer à l'égalité des chances en favorisant l'accès à l'art et la culture pour les enfants et les jeunes via l'éducation artistique et citoyenne pour nous. On met en place en fait des projets artistiques à impact qui permet d'ouvrir, de permettre aux enfants et aux jeunes de s'ouvrir à la culture, mais aussi de développer ce qu'on appelle, nous, les compétences douces, donc la créativité, la confiance en soi, l'esprit critique, et puis aussi de pouvoir renforcer leur capacité d'agir sur des sujets de société comme l'égalité filles-garçons, le harcèlement scolaire, l'écologie, puisque tous nos projets artistiques vont mêler une discipline artistique avec un sujet citoyen. On utilise vraiment le médium de l'art comme un moyen de sensibilisation des thématiques citoyennes comme je l'ai cité. Réseau Montmartre, aujourd'hui, on intervient de la petite enfance jusqu'à la jeunesse. On intervient également auprès des familles, mais aussi des professionnels de la petite enfance, pas que, de la jeunesse, de l'éducation, de l'animation. Comment grâce à nos 3 métiers, aujourd'hui, on a... ça a commencé comme ça à Montmartre. On a des lieux d'accueil, comme un ACM. Donc on a des lieux d'éducation artistique et citoyenne qui accueillent les 4-11 ans après l'école. C'est parti vraiment de l'idée de Chantal Menguenier, qui était donc à l'époque maman solo et qui souhaitait en fait trouver une solution de mode de garde artistique et donc qui a monté sa petite antenne. Et aujourd'hui, on a 9 lieux d'accueil. Donc on est à Paris, Bondy, Argenteuil et Nantes. Et l'idée, c'est de faire d'aller chercher les enfants après l'école et puis de leur proposer des ateliers artistiques avec des artistes professionnels. On fait également de l'aide aux devoirs, et on est ouvert jusqu'à 19h30. Donc il y avait ce souhait aussi de soutenir les parents, en tout cas dans l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc ça, c'est le premier métier de Montmartre. Et puis le deuxième, c'est l'ouverture de nos projets artistiques en dehors de nos murs. Donc on a un service qui permet de mettre en place des projets avec des structures de la petite enfance, de la jeunesse, des établissements scolaires, des maisons de quartier, des centres sociaux, des bailleurs aussi parfois en pied d'immeuble. Donc on a une équipe qui peut mettre en place ce type de projet-là. Et puis on a un service formation qui permet d'accompagner donc les professionnels. Je vous en parlerai peut-être un peu après. Sur la thématique d'aujourd'hui, donc quelles actions mener pour rendre l'éveil artistique accessible auprès de tous les enfants. Moi, je me suis dit que ce serait
j'ai pris l'angle de dire, parlons peut-être des critères aussi de réussite de projets pour que justement ils puissent être impactés et toucher en tout cas le plus de familles possible. Pour nous, ce qui est hyper important dans nos projets, c'est la co-construction de nos projets artistiques avec les partenaires socio-éducatifs locaux ou de la petite enfance évidemment, qui en fait représentent un tiers de confiance pour moi pour les familles, qui connaissent bien les familles et qui connaissent bien aussi les besoins des familles. Donc il y a les maisons de quartier, les centres sociaux, le PRE, PMI, et évidemment les structures de la petite enfance, les écoles maternelles aussi. Je sais que là on dérive un petit peu sur, c'est un peu plus tard que la petite enfance, mais voilà, on s'est rendu compte aussi que pour qu'un projet fonctionne, il faut qu'il y ait une continuité aussi éducative, donc l'importance de pouvoir co-construire aussi nos projets avec les enseignants et les enseignantes, notamment d'école maternelle, et qui en fait sont aussi des très bons relais pour pouvoir en parler ensuite aux parents. Je pense à un des projets qu'on mène dans pas mal de villes de France, qui s'appelle l'école en pente douce, qui est un projet passerelle entre la petite enfance et l'école maternelle, qu'on mène d'ailleurs à Épinay-sur-Seine grâce à la cité éducative, qu'on mène depuis 2 ans dans 2 écoles. Ce projet passerelle petite enfance école maternelle, il consiste en la mise en place en fait d'ateliers d'éveil artistique parents-enfants au sein des écoles maternelles, mais avant la rentrée, pour justement accompagner la rentrée scolaire et la socialisation des tout-petits, mais aussi pour pouvoir créer un groupe de pairs. On s'est rendu compte que c'était hyper important pour les parents aussi de se retrouver, de pouvoir échanger aussi sur leurs problématiques éducatives. Et donc c'est des ateliers qui sont menés par des artistes professionnels de notre réseau. Et c'est un projet qui souhaite au maximum impacter les familles pour les enfants qui n'auraient pas connu de mode de garde collectif. C'est évidemment les familles les plus dures à trouver, donc ce projet est partenarial, d'où vraiment l'importance des partenariats. Donc on se met en lien avec les structures de la petite enfance, avec la PMI, avec la cité éducative, avec les écoles maternelles évidemment, qui ont la liste des inscrits, des futurs élèves, pour pouvoir mobiliser, communiquer auprès de ces familles-là. Et ça fonctionne. Et voilà, donc on est hyper ravis de ça. Et on sent que voilà, c'était des temps de pouvoir amener la famille au sein de l'école maternelle avant la rentrée. Ça permet aussi donc de pouvoir on va dire, pousser la porte de l'école, qui peut être aussi une institution parfois... voilà, il y a certaines familles qui ont peut-être une certaine méfiance par rapport à l'école, et du coup, voilà, c'est le lieu hyper symbolique de pouvoir aussi favoriser avec le cadre scolaire, hein, finalement. Voilà, donc c'est des temps de partage parents-enfants qui sont hyper importants. Voilà, et donc je sais qu'à Épinay-sur-Seine, on était en ce moment, on est dans l'école Anatole France et Jean Jaurès, et puis l'année dernière, on était à Vaux-Buisson. Voilà, et je remercie aussi la cité éducative qui nous aide beaucoup à la mobilisation des familles. Voilà, donc voilà, pour moi, un des critères importants, c'est la co-construction. Dans ces ateliers qu'on mène, on essaye aussi de faire des ateliers qui puissent être reproduits à la maison. Moi, je pense que c'est là aussi... Quelles actions à mener, c'est essayer de faire comprendre aussi aux parents voilà, qu'il y a des choses qu'on peut aussi reproduire à la maison. Et nos artistes peuvent utiliser des matériaux voilà, pas forcément très coûteux, ou dire il y a des choses que même en récup qui peuvent être utilisées. Donc pour moi, c'est aussi un des critères importants. Un autre critère qui, selon moi, est important, c'est la localisation. C'est mener ces ateliers, ces actions dans des lieux communs, dans des lieux où les familles ont l'habitude d'être. D'aller. Et donc, ça rejoint un peu les partenariats, mais donc c'est les maisons de quartier, les centres sociaux, mais pourquoi pas aussi les cafés, pourquoi pas la CAF, Pôle emploi, la PMI, évidemment les structures petite enfance aussi, mais je parle du coup là peut-être pour les familles qui n'ont pas leur enfant en crèche. Et donc, dans ces cas-là, nous, au Réseau Montmartre, on peut mener des ateliers d'éveil artistique au sein de ces lieux-là, donc pour les enfants ou pour parents-enfants. Hein. Je pense notamment aux ateliers d'éveil artistique qu'on mène à la maison de quartier de Sevran dans leur lap. Mais également, on avait fait ça aussi à Gagny et puis à Drancy. Donc, c'est un rendez-vous pour moi qui est important, un rendez-vous des familles, que les familles connaissent bien. Et pour qu'ils soient installés dans le temps, on souhaite, nous en tout cas... le développer sur plusieurs séances, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de one-shot chez Montmartre, on s'est dit qu'on aimerait bien plutôt être en mode projet, en mode partenariat, pour qu'il y ait un lien de confiance qui se crée entre l'artiste et les familles. Je pense que c'est aussi un critère qui est important. Et donc, voilà, nous, en général, on mène 6 séances minimum de 2 heures qui peut accueillir 2 groupes d'enfants, donc au sein d'une structure petite enfance, maison de quartier ou autre, encore, je le répète, et...
qui peut être organisé de manière soit hebdomadaire, soit mensuelle, soit bimensuelle. Voilà, ça va vraiment dépendre. Après, on s'adapte aussi aux contraintes de la structure et on peut mener des ateliers d'éveil artistique corporel, musical, art et nature et art du conte. Nos artistes sont tous des artistes professionnels qui ont une expérience terrain. Voilà, que nous, on sélectionne, qu'on recrute et avec qui on co-construit la proposition. C'est très important aussi pour nous on fait d'abord un état des lieux des besoins de la structure. On essaye aussi parfois de se caler par rapport à la programmation. Il y a certaines crèches parfois qui me disent voilà, nous, on a envie de faire entrer la nature dans la crèche, donc let's go, faisons un programme d'ateliers d'éveil art et nature. Voilà, et ces projets sont majoritairement soit financés grâce à des subventions. Vous avez parlé du REAP, c'est un des moyens de financement. La CAF en est un aussi, les cités éducatives. On peut aussi faire sur devis. Il y a certaines structures qui nous financent en prestation. Mais voilà, en tout cas, nous, on a les ressources aussi en interne pour pouvoir déposer des projets ensemble, pour pouvoir avoir une subvention et développer ces projets-là. Je pense aussi, ça me fait penser à l'Art pour grandir, qui est un dispositif de la ville de Paris. On mène des résidences artistiques, donc au sein d'une crèche et au sein d'une école. Et au sein de la crèche, c'était d'ailleurs le thème sur l'art et la nature. Et donc là, on a proposé de pouvoir faire de la formation-action. Donc il y a des temps d'ateliers d'éveil avec une artiste, qui est une de nos formatrices aussi. Donc on a des profils intéressants d'artistes formateurs. Et donc, voilà, il y a des temps pour les professionnels, des temps avec les enfants, et voilà, l'idée c'est de pouvoir être présent pendant 6 mois ou moins au sein de la crèche pour pouvoir faire ce type de résidence-là. J'ai pas regardé le temps, j'espère que je ne dépasse pas trop. Rapidement aussi, donc, pour moi, les autres critères qui sont importants, je me permets de citer la gratuité. Je sais que c'est un facteur qui fait débat parce que voilà, on dit souvent que la gratuité ne favorise pas forcément l'engagement. Moi, je pense que dans certains quartiers, en fait, donner même 1 euro ou 5 euros, ça peut être un frein. Donc, je pense que la gratuité est importante pour pouvoir impacter le plus de familles possible. Bon, je donne un exemple encore de Paris. Je sais que Paris, c'est très spécifique et que la ville de Paris a beaucoup plus de sous que d'autres villes. Mais la ville de Paris mène ce qu'on appelle les samedis matins en famille. Donc, on est un partenaire de ce dispositif-là qui, en fait, ce sont les crèches parisiennes qui ouvrent gratuitement tous les samedis matins. Donc, on est dans 13 crèches pour mener des ateliers d'éveil parents-enfants pour les 0-6 ans. Il y a des familles qui reviennent, d'autres non. Donc, on essaye, nous, de s'adapter pour avoir des séances qui soient soit évolutives et qui puissent reproduire. Donc, du coup, là, on a sur les thématiques corporelles, éveil musical ou art du conte. Et donc, voilà. Donc, on voit bien que c'est une offre qui est hyper intéressante et évidemment que, on remercie évidemment la ville de Paris. On sait que toutes les villes ne sont pas dotées de ce type de financement pour pouvoir ouvrir les crèches le matin. Mais voilà, en tout cas, nous, on gère la crèche, c'est-à-dire que c'est nous qui avons les clés, etc. Et donc, on ouvre le local pour... Je m'arrête là. Okay. Je suis désolée de te couper. Je vais juste un dernier petit point et je m'arrête sur un des critères pour moi qui est important, c'est la formation des professionnels. En fait, pour qu'il y ait aussi pour que les professionnels soient autonomes dans la mise en place d'ateliers d'éveil artistique, ce qui permet aussi de diffuser ensuite pour nous l'accès à l'art et la culture, c'est de l'intégrer dans son projet pédagogique. Et du coup, voilà, on a un organisme de formation qui est certifié Calliope, donc ça peut être aussi financé par votre co, mais voilà, on peut mener des formations sur l'éducation artistique et culturelle, la pédagogie, puisqu'on a aussi des sujets autour de, par exemple, l'impact des neurosciences sur le développement de l'enfant. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est un des critères aussi de réussite pour diffuser au plus largement. Voilà. Désolée pour le... Non, c'est pas grave. Merci, Anita. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Blanche Bétouré, je suis l'administratrice de Cinéma 93. Alors, je vous le mentionne parce que les actions autour de l'éveil culturel qu'on mène auprès des tout-petits, c'est pas moi qui les coordonne chez Cinéma 93, c'est Sarah Génaud, qui n'était pas disponible pour être avec vous aujourd'hui. Et donc, je me fais la représentante de Cinéma 93 et de son travail. Voilà, mais encore une fois, j'en suis pas la coordinatrice. Alors, Cinéma 93, peut-être certains d'entre vous avaient déjà entendu ce nom. C'est le réseau des salles de cinéma indépendantes et publiques de Seine-Saint-Denis, qui sont des salles qui sont réparties sur l'ensemble du territoire à peu près, puisqu'on est présent, les salles sont
implantés dans 23 villes sur les 40. Donc ça fait une belle représentation, mais pas exhaustive quand même. Et ces salles, elles se sont regroupées en 1996 pour mettre en œuvre des actions communes, et les actions qu'on mène au titre de l'éveil culturel en font partie. On y reviendra tout à l'heure sur ce réseau de salles de cinéma parce que je pense que c'est l'un des outils ou l'une des clés en tout cas pour vous permettre de mettre en place des actions auprès donc des tout-petits en lien avec le cinéma. Alors j'en profite pour remercier le Pope et Nathalie Jouzeau de nous avoir invités parce que le cinéma a une place un petit peu particulière dans l'éveil culturel des tout-petits. Il engendre quelques craintes ou en tout cas quelques problématiques peut-être un petit peu différentes du reste des autres arts. Donc on est très content de pouvoir participer parce que c'est pas toujours le cas de penser le cinéma voilà, comme faisant partie intégrante de l'éveil culturel. Donc là, je vous ai mis un aperçu de notre site internet, mais surtout la liste de toutes les salles de cinéma qui font partie du réseau. Peut-être allez-vous reconnaître la salle de proximité. Alors je ne sais pas exactement d'où vous venez sur le territoire et si ça dépasse même la Seine-Saint-Denis. Mais voilà, peut-être que vous y trouverez vos propres repères. Cinéma 93, aujourd'hui, s'articule autour de 3 actions principales qui ne sont pas toujours concomitantes, mais qui ont commencé avec un travail de programmation en 2002. Donc ça fait maintenant 22 ans. Et en 2002, le conseil départemental nous a sollicité pour initier une action éducative en direction des tout-petits. Et la première mission qui nous a été confiée, ça a été de travailler autour d'une proposition de programmation et donc d'un travail de diffusion. L'idée, c'était de pouvoir monter des programmes adaptés aux tout-petits. Alors chez nous, les tout-petits, quand même, pour la précision, c'est 2-5 ans. En effet, on ne s'intéresse pas encore, ou en tout cas, on n'a pas l'expertise pour parler de cinéma avant 2 ans. Mais voilà, l'idée, c'était de travailler sur des programmes adaptés aux tout-petits à montrer en salle de cinéma, avec donc la possibilité de monter chaque année un programme spécifique. Sachant que ce programme, alors on a déjà parlé à plusieurs reprises de co-construction, et en effet, ça en fait partie. L'idée, c'était bien d'avoir une collaboration entre le service des crèches, les salles de cinéma étant elles-mêmes spécialistes, évidemment, de la programmation et de la diffusion, et Cinéma 93. Et ça passait par des ateliers de projection, de visionnage de films, afin d'envisager la réception des films par les enfants et surtout d'essayer, ce qui est un travail qui ne se finit jamais, de ne pas projeter les peurs des adultes vis-à-vis des films sur ce pourrait être la réception des enfants, qui est quand même un travail qu'on continue de questionner parce que, en effet, ça fait vraiment partie des problématiques de programmation, notamment pour les tout-petits. Et donc, depuis 2002, presque chaque année, des programmes de films ont été proposés, issus de cette co-construction. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce travail de programmation, ce qu'il a fait naître, notamment dans les salles de cinéma, c'est la question de l'accompagnement, en fait, de cette diffusion des films. Et de, en fait, identifier que les tout-petits, c'est bien un public spécifique et qu'il y a plein de choses qu'il faut réfléchir pour la projection en salle de cinéma, qui va de l'accueil en passant par la lumière, l'intensité du son, mais au-delà de ça, même la médiation. Et donc, les programmes de films, ils ont commencé à être réfléchis aussi, accolés à des ciné-spectacles, et donc un travail avec des artistes pour accompagner en fait le programme de film a commencé à être réfléchi et mis en place. Alors encore une fois, pas forcément tous les ans parce que c'est un travail complexe, qu'il faut pouvoir trouver des artistes à la fois qui sont capables de proposer quelque chose en lien avec une séance de cinéma, et surtout dans une forme qui soit en fait aussi relativement petite, parce que les salles de cinéma ne se prêtent pas forcément à avoir non plus du spectacle vivant en salle.
Voilà, c'est un critère supplémentaire qui n'est pas du tout, qu'on peut dépasser, mais qui fait tout à fait partie intégrante de la réflexion. Et donc, ces programmes de films sont venus s'articuler avec un spectacle qui faisait partie intégrante de la proposition en salle de cinéma. Parallèlement à ça, les salles de cinéma, via leurs animateurs et animatrices jeunes publics, parce qu'il faut savoir que le réseau des salles de cinéma, Cinéma 93, a la spécificité, c'est une fierté, mais c'est aussi une réalité, d'avoir un réseau de médiateurs et d'animateurs jeunes publics qui est assez unique. Il y en a presque dans toutes les salles, et ce sont des professionnels qui réfléchissent depuis très longtemps aujourd'hui à cette question de la médiation, y compris vers les tout-petits. Et donc ces professionnels ont réfléchi avec nous à des outils qui accompagneraient la séance en salle de cinéma. Alors je vous ai mis là à l'écran l'exemple de la maison, qui est donc un objet matériel qui va faire le lien entre les films. On voit les médiatrices là, utiliser même des personnages qui vont pas forcément symboliser des éléments du film, mais en tout cas raconter une histoire et faire le lien entre les films, et donc aussi faire une pause dans le visionnage entre les films. Ou notre dernière trouvaille, qui est un tablier de comptines, qui là aussi est un objet qui permet de faire le lien entre les films avec tout un travail sur le jeu, sur le coucou caché qu'on peut voir avec les poches, et le côté découverte et un peu surprise comme ça. Voilà, et donc tout ça dans l'idée évidemment de faire de cette première séance de cinéma pour les tout-petits une expérience vivante et surtout rassurante. À partir de 2017, les missions confiées à Cinéma 93, mais aussi les besoins identifiés, ont évolué. Et donc aujourd'hui, l'accompagnement de Cinéma 93, il y a plein de choses qui, dans ce que vous avez pu déjà raconter, qui font évidemment bien évidemment écho. C'est la question de la formation. Et donc aujourd'hui, on met en œuvre des parcours de sensibilisation des professionnels de crèche en place. Alors, nos moyens à la fois humains et financiers sont assez réduits. Donc aujourd'hui, on arrive à mettre en place un parcours par an dans une crèche départementale. Alors, je vous donne un peu une caricature du fonctionnement d'un parcours, parce que vous saurez sans doute qu'avec à la fois les contraintes qui peuvent émerger chaque année, plus les calendriers, plus les contraintes d'organisation d'une crèche, voilà, il y a un certain nombre de paramètres qui fait que ça ne se passe pas toujours exactement de la même façon, mais ce qui est aussi intéressant, puisque ça permet aussi de s'adapter aux besoins d'une équipe en particulier. En tout cas, le parcours, en général, s'étale de 3 à 6 mois. Et il y a 3 étapes principales, qui sont une journée pédagogique banalisée, pendant laquelle il va y avoir une projection de films en salle de cinéma. Alors, je passe, donc, étant journée pédagogique, c'est uniquement avec les professionnels de la crèche. Un atelier de programmation et ou une formation déjà à des ateliers de pratique, là, qui sont menés par un artiste, dans l'idée qu'il y ait une appropriation par l'équipe d'un atelier ou plusieurs, qu'ensuite elles pourront tester et ensuite proposer aux enfants. Deuxième étape, il y a un retour de professionnels ou de l'artiste dans la crèche avec des interventions ou encore des ateliers, en général sur la pause méridienne, 2 à 3 fois. Et enfin, une restitution auprès des familles en salle de cinéma. Puisque l'idée, c'est quand même toujours de finir par l'idée d'une projection, mais aussi accompagnée, encore une fois, par le travail de médiation, mais là, fait et par les professionnels de la salle de cinéma, mais aussi par les équipes de crèche. Pour nous, ce qu'on observe... Faut que j'aille, d'accord. Ce qu'on observe sur ces parcours, c'est évidemment les dynamiques professionnelles que ça met en place au sein des équipes de crèche, et puis la possibilité pour les équipes de réfléchir à ce que c'est qu'une programmation, et surtout à ce que c'est une programmation adaptée.
sachant qu'il y a vraiment de plus en plus de films qui sont adaptés aux tout-petits. Et puis aussi, alors c'est peut-être une question qu'on pourra aborder ensemble, cette formation-là, il nous semble qu'elle permet aux professionnels aujourd'hui de pouvoir orienter des parents qui sont peut-être un petit peu désorientés face aux questions justement des écrans et qu'est-ce qu'on peut montrer à ses enfants, de quelle manière, que ce soit au cinéma ou chez soi. Donc voilà, récemment, en tout cas, cet axe de travail a clairement émergé davantage. Et donc, c'est aussi là-dessus qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire sur le travail d'accompagnement des professionnels. Alors, si Nathalie dit que je m'arrête, je m'arrête. Et puis, on pourra éventuellement... Oui. Et puis, de toute façon, on peut échanger davantage sur... Il y a pas de quoi. Oui, ça me brise un peu le cœur de couper chacun d'entre vous. Mais malheureusement, voilà, on a commencé un peu tard, on a pris un peu de retard. Et vous avez beaucoup de choses à dire, hein, mais je pense que vous allez pouvoir en fait reprendre contact avec certaines personnes et puis vous, le public, prendre contact avec ces associations pour en savoir un petit peu plus. Parce que voilà, c'est extrêmement intéressant et ça mérite de s'en saisir. Donc je me présente, je m'appelle Opélie, je travaille à la médiathèque Colette juste à côté. Donc, mais là je parle pour la ville d'Épinay, parce qu'on est 3 médiathèques à Épinay, donc une Albert Camus qui se trouve à Orgemont et la médiathèque Jules Vallès qui se trouve à La Source-les-Prels. Voilà. D'abord je vais vous présenter un petit peu le réseau. Donc les médiathèques de pleine commune, ça représente 21 médiathèques sur 9 villes, donc Épinay, l'Île-Saint-Denis, Saint-Denis, La Courneuve, Aubervilliers, Pierrefitte, Stein, Villetaneuse et Saint-Ouen. Et donc, du coup, c'est 21 médiathèques, un bibliobus et 3 libres-services. Donc, les libres-services, c'est des petites caissettes où vous pouvez récupérer des livres lorsque vous travaillez au siège de pleine commune. Il y en a un dans un centre social et il y en a un au centre social de Villetaneuse. Donc, les services que nous, on propose, ça va être les suivants. Ça va être du prêt de livres, de la consultation sur place, des espaces de travail, un parc informatique de 15 ordinateurs en libre accès et 9 ordinateurs pour des ateliers. Nous proposons aussi des ateliers créatifs, des temps de lecture, des ateliers jeux de société et jeux vidéo. Et nous accueillons principalement des accueils-classes pour les primaires, les maternelles, de temps en temps les collégiens et les lycéens. Et tous nos services sont gratuits pour tous et toutes, sans sectorisation. Donc ça arrive qu'on ait des personnes qui viennent de... là récemment, c'était Gennevilliers, des personnes qui viennent d'Argenteuil, et vous pouvez quand même avoir une carte. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on propose au sein des médiathèques, c'est souvent des lectures plaisir. Donc ça va être des lectures en général, on met 0-3 ans sur le site, mais c'est plutôt à partir de 6 mois ce qu'on a l'air de constater. Donc ces ateliers sont en général des sélections d'albums sur le thème des saisons et des thématiques réseau. Donc là, actuellement, nous sommes sur la thématique du mois de l'égalité. Donc il y a eu une lecture samedi dernier. Et là, on va très vite arriver, vu qu'il y a les JO, sur les cultures du monde. C'est Semaine des langues et culture du monde. Donc ça va être des temps de lecture liés à ces thématiques-là et parfois avec des livres et des lectures en langue étrangère parce qu'on a la chance d'avoir certains collègues et certaines collègues qui parlent des langues étrangères et qui proposent des temps de lecture dans d'autres langues. Donc ces moments, ils sont dédiés aux enfants qui sont accompagnés de leurs parents, mais ça peut être aussi des assistantes maternelles. Et c'est en général les samedis et les dimanches. Au niveau des lectures plaisir pour les groupes, nous, on propose des temps souvent avec une bibliothécaire, parce qu'en ce moment, c'est une bibliothécaire qui s'appelle Fatoumata et qu'on remercie, et qui va au niveau des crèches, qui va aux crèches tous les mardis et les vendredis en alternance pour la médiathèque Colette. Donc certains et certaines d'entre vous peut-être la connaissent. Au niveau de la médiathèque Albert Camus, c'est le mardi matin. Il y a des assistantes maternelles qui se réunissent avec une bibliothécaire qui lit des histoires, qui s'appelle Mélanie, qu'on remercie aussi. Et une fois par mois, mais de manière un peu plus informelle, nous avons 2 bibliothécaires qui proposent des lectures à destination des assistantes maternelles à Colette le mercredi matin. Et en général, c'est plutôt des groupes qui sont visibilisés, qui viennent assez régulièrement. Et de temps en temps, quand on voit qu'ils sont nombreuses, on leur propose de leur faire une lecture les mercredis. Et là, j'ai un petit peu oublié dans mon diaporama, et une fois par mois à la médiathèque Vallès. Donc la bibliothécaire se déplace au sein des crèches. Là, je vais vous parler d'un temps de festival, donc je ne vais pas tout lire, qui s'appelle Histoire commune, que vous connaissez peut-être.
Donc c'est un festival, là, on en est à la 32e édition. Donc là, ça a commencé le 20 octobre et ça finira le 19 juillet. Donc en général, c'est des contes qui sont à destination de tout public. Donc on peut avoir des contes qui sont à destination des tout petits, certains qui sont plus pour les maternelles, plus pour les primaires, et il y en a même pour les adultes. Donc lorsqu'on vous enverra le diapo, on vous enverra aussi la programmation pour que vous puissiez peut-être vous y inscrire, parce que c'est vraiment très intéressant, c'est sur les 21 médiathèques du réseau. Donc là, vous allez recevoir la présentation. Et donc là, vous avez un QR code que vous pouvez flasher. Et ce QR code vous renvoie aux agendas des médiathèques. Donc là, vous aurez les 9 villes. Comme ça, c'est pas sectorisé. Juste pour un ordre d'idée. Le 6 avril, à la médiathèque Saint-Denis principale. Donc c'est Saint-Denis à côté de la mairie. Vous allez avoir une lecture Kamishibai. Est-ce que tout le monde connaît les Kamishibai ? D'accord, super. Donc du coup, une lecture Kamishibai qui sera... Vous connaissez pas ? D'accord, les Kamishibai, en fait, c'est des structures où en fait l'enfant voit l'image et la personne qui lit derrière a le texte. Donc ça permet de ne pas être, entre guillemets, parasité par le texte. C'est parfois quand on montrait les livres comme... Enfin, quand on... Excusez-moi. Anciennement, on montrait un peu les livres comme ça. Merci. On montait un peu les livres comme ça et ça pouvait du coup un peu détourner sur l'image et tout le monde ne voyait pas l'image au même moment, alors que le Kamishibai permet que tout le monde puisse voir l'image en même temps et que le bibliothécaire puisse lire ou la personne puisse lire derrière. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc là, je voulais aussi partager. J'ai encore un petit peu de temps. Pas trop. Alors d'accord, je fais vite. Alors du coup aussi, pour tout ce qui est axe de médiation, pour celles et ceux qui aimeraient venir ou qui compteraient venir, sachez que pour les tout petits, nous, la cotation des livres, ça va être une couleur qui est violette. Donc, c'est, par exemple, la collecte, c'est au premier étage, au sein des médiathèques Camus et Vallès. Vu que c'est des plateaux, c'est tout au même niveau. Donc, du coup, pour les tout petits, c'est plutôt les livres en violet. Donc, il y a la lettre et le violet. Vous pouvez trouver aussi dans nos fonds des livres en langue française, mais aussi des livres en langue maternelle pour les parents qui seraient aussi en situation d'allophonie. Parce qu'on a aussi... je pense réellement qu'il y a des parents qui s'auto-censurent à venir à la médiathèque en se disant que tout est écrit en français, alors que ce n'est pas forcément le cas. On a aussi des livres en langue étrangère, notamment, nous, au sein des médiathèques, c'est plutôt anglais, arabe, espagnol, allemand, hébreu, portugais. Et après, il va y avoir des spécificités selon les médiathèques. On peut aussi retrouver du turc. On a quelques livres, mais vraiment quelques livres dans les médiathèques de Saint-Ouen qui vont être en Wolof, quelques livres en Bambara, mais c'est pas beaucoup. Mais on essaye de travailler dessus au niveau de la politique documentaire. Il y a aussi tout ce qui est notamment les documentaires jeunesse, donc les livres, par exemple, qui vont expliquer pour les enfants tout ce qui va être question de propreté, tout ce qui va être question de je rentre à l'école. Donc ça va être vraiment des livres documentaires, aussi des livres documentaires, mais plutôt liés à l'art. Par exemple, les représentations artistiques, les couleurs. Donc ça, c'est plutôt des livres qui sont cotés dans entre 100 et 725, mais vous pouvez les trouver au premier étage. Et aussi au niveau, tout à l'heure, ça a fait un petit pont avec je ne sais plus qui disait que c'était très important de pouvoir refaire les mêmes activités à la maison. Désolée, j'ai pris des notes, mais Anissa, merci. Du coup, on a aussi un fonds qui est vert, c'est le fonds vert, loisirs créatifs, avec des livres qui vont expliquer comment faire des activités manuelles avec son enfant, mais avec des choses qu'on peut avoir à la maison, comme par exemple les les emballages pour les œufs, par exemple, comment faire sa propre pâte à modeler bio. Donc en fait, pour démystifier un petit peu auprès des parents tout le champ des possibles aussi en termes d'art. Donc je pense que j'ai presque fini ou pas. Oui, alors vite. Du coup, au sein des médias, vous avez les 3 médiathèques d'Épinay, là vous aurez leurs adresses, leur numéro de téléphone. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous appeler. Et là, j'en rajouterai avant qu'on envoie le diapo. Donc les médiathèques aussi du réseau qui sont proches et où vous êtes aussi, peu importe le secteur, vous pouvez y aller. Et juste par contre, quand vous venez avec des groupes, c'est vraiment très important de faire l'inscription. Donc voilà, merci à tous et toutes pour l'écoute. Bonjour, moi j'avais une question concernant les parcs pour 193 Soleil. Vous avez dit que donc, du coup vous faites des prestations dans les parcs, c'est ça, gratuitement, entre le 13 mai et le 16 juin. Et est-ce que vous pouvez rappeler où est-ce que se trouvent ces parcs, enfin c'est quel parc vous vous trouvez? Alors, je vais vous donner les dates là, mais c'est sur le site. Ah
Donc au parc du Saucet. Au parc du Saucet, le lundi de Pentecôte, le 20 mai. Donc c'est à Aulnay-sous-Bois, l'après-midi. À chaque fois, ça va être l'après-midi. Au parc de l'île Saint-Denis, le samedi 25 mai. Au parc départemental Georges Valbon à la Courneuve, le dimanche 26 mai. Au parc départemental Jean Moulin-les-Guilans, sur les communes Bagnolet, Montreuil, ça résonne. Ah oui, c'est celui-là. Donc sur le parc Jean Moulin-les-Guilans, 8 et 9 juin. Et enfin, le parc forestier de la Poudrerie sur Sevran, Vaujour, le dimanche 16 juin. Avec des spectacles que vous allez pouvoir retrouver des fois dans différents parcs, mais en général, il y a des propositions différentes. Et donc, c'est sans réservation. Il faut venir sur place et se présenter parce qu'on s'est aperçu que pas mal de personnes réservées ne venaient pas, et donc, pour diverses raisons. Et donc, on leur téléphonait, est-ce que vous venez, est-ce que vous venez pas, et pour pouvoir libérer des places pour les personnes qui étaient déjà là. Donc, on a enlevé cette partie. C'est la première année. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça va fonctionner puisqu'il y a toujours du monde. Et quand il fait pas beau, la plupart des spectacles peuvent se jouer dans les maisons de parc, donc avec des jauges réduites, mais aussi le public est moins présent, mais on communique sur le fait que ça joue quand même. Dernière chose, excusez-moi, il y a une newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire, une en tant que parent ou une en tant que professionnel. Il n'y a pas les mêmes informations en fonction des différents moments de l'année. La question, c'est pour Ophélie. Pour l'inclusion de tous, toujours, est-ce que votre réseau de médiathèques propose aussi des albums pour les bébés aveugles, donc des albums tactiles, qui sont si importants, sinon ils sont même question d'inclusion aussi? D'accord. Alors du coup, nous pour le moment, on en a très peu. Des livres accessibles aux personnes ayant des problématiques liées à la visuelle. Pour deux raisons. Parce qu'on en avait quelques-uns au départ, mais vu qu'ils étaient empruntés, vu que le principe c'est l'emprunt pour tous et toutes, ils revenaient très très souvent abîmés. Et donc là, en fait, il y a tout un questionnement réseau là actuellement, vu que tous les services se sont restructurés, parce qu'en fait, on travaille, désolé, je suis obligée de réexpliquer le contexte pour pouvoir bien répondre. Donc voilà, donc il y a plusieurs types de personnes qui s'occupent de différents secteurs. Donc là, au niveau de la politique documentaire, la responsable politique documentaire, elle est en train de se questionner sur déjà où trouver ses livres, avoir les livres les plus pertinents. Donc là, il va y avoir tout un travail de groupe de travail concernant cette question d'inclusivité en termes de lecture. Donc ça. Et deuxième chose, comment les mettre en service? Est-ce qu'on l'ouvrirait pour tous et toutes? Est-ce que vraiment c'est vraiment pour les personnes qui ont ce type de problématique visuelle? Donc là, c'est vraiment, on est en questionnement dessus. Donc on essaye. Parce que c'est très important, ils sont horriblement chers. Hein, donc les familles sont double peine pour les familles, donc si elles ne les trouvent même pas à la bibliothèque, c'est compliqué. Donc là, effectivement, c'est à penser, mais il y a beaucoup d'associations pour aveugles qui y pensent. Et puis, on peut penser aussi, parce que ça se fait déjà, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, pour justement faire de la lecture avec ces bébés, avec ces différents types de cécité. D'ailleurs, c'est très compliqué. Et c'est magnifique, pourtant aussi, justement, ils ne voient pas, mais comment peut-on transposer la beauté esthétique de l'illustration par la beauté tactile? C'est tout un champ de recherche, effectivement. Mais aussi, peut-être, ne pas trop penser l'emprunt, parce qu'effectivement, c'est fragile, mais peut-être créer des ateliers, et peut-être aussi, c'est une suggestion pour les associations ressources, je le vois beaucoup à l'étranger, pour faire des ateliers parents-enfants, pour créer ses propres albums tactiles pour ces tout-petits, et voilà, pour qu'ils ne soient pas oubliés, tous ces enfants porteurs de handicap, et ce handicap-là en particulier. Merci beaucoup, parce que vous savez que ces enfants porteurs de ce handicap-là ont souvent des troubles associés, etc. Donc si on peut les prévenir par des communications précoces, etc., on fait aussi beaucoup de boulot, santé culturelle obligeant. Bonjour à tous, du coup merci pour toutes ces infos. Donc nous, avec ma collègue, on est assistante maternelle en MAM. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de crèches, de lieux culturels qu'il y a dans les villes, etc.
Mais voilà, on voulait savoir si éventuellement il y aurait la possibilité peut-être d'intervenir dans nos structures à nous et voilà, de pouvoir peut-être aussi proposer des choses aux assistantes maternelles, ouvrir un espèce de collectif pour pouvoir apporter des choses un peu différentes. Et on se rend compte aussi que les activités sont beaucoup proposées, notamment pour les parcs, le samedi. Et nous, par exemple, on ne travaille pas le samedi. On travaille 40 heures par semaine, donc pourquoi pas voilà, ouvrir des horaires un peu qui sont adaptés aux assistantes maternelles qui sont en activité dans la ville. Voilà. Je vais répondre donc, pour la partie réseau de salles de cinéma et nous, ce qu'on peut proposer. Alors, de fait, on a... il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est vrai que vous êtes des professionnels que nous, on ne touche pas. Alors, en particulier, parce que notre partenaire sur cette question de la petite enfance aujourd'hui est le département et qui s'occupe des crèches départementales, mais c'est une volonté qu'on a. Et d'ailleurs, c'était aussi un peu une des pistes de réflexion que je voulais ouvrir sur comment toucher tous les enfants. Alors ça, évidemment, c'est notre partie à nous de pouvoir nous adresser au-delà des crèches et toucher les assistantes maternelles ou les haltes garderies, parce qu'en fait, il y a vraiment plein de types de structures. Nous, aujourd'hui, on est capable de répondre quand même à votre demande de deux façons différentes. Et d'ailleurs, c'est valable en fait pour toutes les structures, c'est de vous rapprocher de la salle de cinéma, en fait, à côté, j'espère, de laquelle vous n'êtes pas trop loin en tout cas, qui, clairement, elle, est capable de vous accueillir pour des séances et de faire ce travail de médiation. Vous pouvez même, évidemment, co-construire quelque chose avec la salle de cinéma. Et ce qu'on est capable de faire, nous, de notre côté Cinéma 93, plus directement, c'était la dernière partie que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, c'est de venir faire un travail autour d'un guide qu'on a créé en 2021, qui est un guide qui a vocation à faire un travail de sensibilisation et d'ouverture des professionnels de la petite enfance et de l'éducation plus largement, et idéalement des familles, mais là on voit qu'il y a un axe à retravailler, et qui est un guide qui, c'est pas un état des lieux, mais en tout cas mentionne à la fois la parole scientifique autour de l'éveil des tout-petits, des paroles de terrain, et montre aussi des ateliers qui sont faisables par des professionnels ou par les familles. Et ce guide, à la fois, on peut venir vous le présenter et vous montrer comment il fonctionne et pour vous l'approprier un petit peu. C'est un outil qui est en ligne. Et par ailleurs, on est quand même capable de faire un atelier, soit avec les familles directement, soit avec vous, professionnels, pour vous encourager à vous emparer de certains outils. Et ça, on peut le faire parce que tout à l'heure, je parlais rapidement des moyens financiers. Là, aujourd'hui, donc, on travaille spécifiquement avec le département de la Seine-Saint-Denis sur la dimension partenariale avec les lieux. En revanche, on a quand même un petit peu de sous de la DRAC Île-de-France pour justement valoriser ce guide qu'on a fait. Et là, on est en train d'essayer de trouver une petite enveloppe pour permettre la circulation des ciné-spectacles qu'on monte tous les ans. Voilà, et qui aujourd'hui sont dans un périmètre un petit peu restreint parce que en fait, les salles n'ont pas les moyens de les payer, en tout cas systématiquement. Donc voilà, c'est une partie de la réponse. Je voulais juste rebondir. Effectivement, on a été en contact avec le cinéma parce que nous, on vient de Saint-Denis, donc il y a l'écran qui est proche de notre MAM. Et effectivement, il y a des choses qui sont mises en place pour les enfants tout petits et on a eu la chance de pouvoir y participer et on voulait vous remercier pour ça. Du coup. Juste un petit ajout. Et concernant les médiathèques, lorsque vous voulez faire des actions avec les jeunes publics, n'hésitez pas à aller saisir les médiathèques dont vous êtes proche à partir du mois d'octobre, parce que comme vous le savez, au début j'ai commencé par vous expliquer un peu toutes les axes de travail qu'on balayait. Et nous, nos programmations, elles commencent très très tôt. Et pour pouvoir caler tout ce qui est crèche, assistante maternelle, les classes, les collèges, les lycées, il faut qu'en amont, on puisse avoir toutes nos dates et avoir une visibilité de toutes nos dates. Donc lorsque vous voulez avoir des lectures au sein des crèches, si vous voulez que des bibliothécaires lisent dans les médiathèques ou dans vos lieux, n'hésitez pas vraiment à les saisir au plus tôt, comme ça, plus vite vous avez une date, enfin plus vite vous savez votre projet, plus vite nous on peut proposer des dates. Voilà.
une petite chose, réseau Oma, enfin en tout cas nos artistes peuvent se déplacer, hein, on intervient notamment dans la RPE, mais on intervient et du coup c'est des ateliers assistante maternelle enfants, donc c'est un format qu'on peut faire. Voilà, et on a quelque chose d'innovant du coup, d'intervenir dans les MAM. On n'est pas intervenu dans les MAM, mais je sais qu'on était en lien avec Gribouille à un moment autour des sujets des assistantes maternelles, mais on n'est pas encore intervenu en MAM. C'est vrai qu'on était plutôt intervenu actuellement dans les RPE. Mais en tout cas, c'est possible. C'est vrai que voilà, il faut qu'il y ait la présence des assistantes maternelles sur le lieu. Et puis, sachez qu'on a fait aussi des formations pour les assistantes maternelles aussi, qui peut être, du coup, on essaie de s'adapter aussi aux contraintes horaires. Petite question pour Montmartre, je crois. Il était question de la projection des peurs des adultes. Donc j'aurais bien aimé... Ah, c'est cinéma. Pardon, je crois que c'était Montmartre. Je voudrais en savoir un petit peu plus concrètement. Concrètement, des exemples, ça revient à faire quelque chose de très difficile, qui est de s'extraire de sa propre réception pour envisager la réception de l'enfant. Alors, il n'y a pas de recette pour ça. Ce que je peux vous dire, c'est que la question, on continue de se la poser. Encore récemment, en mars, on a organisé des journées professionnelles où c'était une des questions centrales, c'était la question de la censure, en fait, et de l'autocensure en tant qu'adulte, et comment elle intervient dans le processus de programmation, de sorte à pas figer des émotions perçues par l'adulte et de les plaquer sur ce que pourrait ressentir l'enfant. Alors après, peut-être que Sylvie Reyna a des apports à faire sur ce plan-là. Moi, je ne suis pas spécialiste de cette question, à la fois n'étant ni programmatrice, ni psychologue ou pédopsie. Ce qui est sûr, c'est que le travail auprès des enfants permet d'affiner pour les programmateurs et les programmatrices cette question-là et d'observer en fait les réactions des enfants. Voilà, reste un préalable ou en tout cas quelque chose d'absolument incontournable pour programmer au mieux, les protéger, mais aussi ne pas se faire des idées très arrêtées sur ce que sont les émotions négatives, par exemple, sur le fait de parler de la mort ou pas avant un certain âge. Voilà, la question est quand même souvent surtout autour de la forme qui permet en fait d'explorer un nombre de sujets en fait très très vastes. Et je ne sais plus qui d'ailleurs disait tout à l'heure, je crois que c'était Nathalie en introduction, que en effet les enfants sont quand même sans format au début et en fait ouverts à une diversité de formes qui fait qu'on peut leur montrer énormément de choses. Encore une fois, il y a des choses très adaptées, mais en tout cas très audacieuses en termes de forme. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Après, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Oui, bonjour. Alors, je suis Véronique, je suis là. Véronique Van Verbeek, je suis chorégraphe de la compagnie Corps éveillés. Je suis psychomotricienne et j'avais une question sur l'école en pente douce. Le projet est né. Est-ce que ça peut être à l'initiative des écoles, des artistes, enfin, comment ça peut se... Est-ce qu'il y a dans d'autres villes que ça existe dans votre présentation, mais j'ai peut-être eu une petite inattention. Ça concerne spécifiquement les enfants qui n'ont pas eu d'expérience de collectivité, c'est ça ? Alors, on essaye de cibler le plus possible les enfants qui n'auraient pas connu de mode de garde collectif pour les accompagner dans les premiers pas avant l'école. Mais on ouvre à tout le monde quand même. C'est juste qu'on essaye de faire ce travail avec les partenaires, de pouvoir mobiliser ces familles qui sont les plus difficiles aussi à impacter. L'école en pente douce, elle est née il y a maintenant plus de 2 ans au sein de la cité éducative de Marseille, parce qu'on a un pôle à Marseille. En fait, c'est né d'un groupe de travail petite enfance. Ma collègue coordinatrice des opérations à Marseille a participé à ce travail-là, à ce groupe de travail, et on s'est dit qu'il y avait un vrai sujet sur la passerelle petite enfance, école maternelle, un gros sujet
qui existe depuis longtemps, mais actuellement on entend quand même souvent parler, et qui est un gros sujet qu'on retrouve beaucoup dans les cités éducatives. Et donc voilà, nous, avec notre expertise sur l'éveil artistique, on se dit ce serait génial de pouvoir intervenir au sein de l'école, au sein de vraiment... le lieu est vraiment symbolique pour pouvoir faire cet atelier-là. Ça s'est fait vraiment en consultation, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait ce premier pilote en fait, sur la cité éducative de Marseille, dans une école dans les quartiers nord, avec vraiment mobilisant le centre social, la PMI. Alors l'école est vraiment le partenaire hyper important, puisque c'est... là où se passe l'atelier, mais c'est aussi elle qui a potentiellement la liste des inscrits des parents, donc il peut aussi en parler pendant, par exemple, les temps d'adaptation, ça s'intègre bien. Donc, nous, c'est vrai qu'on le développe dans les villes via surtout le financement des cités éducatives. Donc, on intervient dans plusieurs villes d'Île-de-France. On va normalement peut-être prochainement le faire aussi à Nantes, mais voilà, en tout cas, on le mène à Marseille, à Nantes. Aujourd'hui, on est à Aubervilliers, Binet-sur-Seine, Ris-Orangis, Épinay-sous-Sénard, dans le 19e arrondissement également de Paris. On l'a fait également à Romainville, à Poissy. Voilà, je ne vais pas tout tester, mais voilà, on intervient. Et c'est vraiment un projet qu'on propose, nous, qu'on dépose un dossier en fait, auprès d'une demande de subvention. Et qu'on co-construit. C'est un projet qu'on a co-construit aussi avec les artistes, évidemment, sur les propositions qu'on fait. Mais voilà, on s'est porté en tout cas par l'association. Mais c'est super, c'est une école qui est partante, parce que du coup, ça appuie la demande. Et d'ailleurs, quand on dépose le projet, on a consulté d'abord les écoles pour savoir si ce projet est faisable. Une personne à consulter hyper importante, c'est l'IEN aussi, qui doit donner son accord pour que le projet se fasse. Inspecteur éducation nationale. Ça n'entraîne pas à partir du moment où vous avez fait une action dans une école, donc à votre initiative, est-ce que du coup ça n'entraîne pas des demandes d'autres écoles? Parce que là, du coup, c'est vous qui allez vers. Or, il y a des demandes en passerelle énormes. Donc voilà, ma question, est-ce que ça fait ensuite tache d'huile pour d'autres? Oui. Alors, on essaie de le proposer, c'est-à-dire que après, ça va. Le nerf de la guerre, c'est les financements, quand même. Donc, quand on peut le déployer, l'idée, c'est souvent qu'on commence par 2 écoles, et petit à petit, on augmente le nombre d'écoles quand c'est faisable dans les villes. Et du coup, c'est un projet qui, petit à petit, commence à se faire connaître dans la ville. Et du coup, effectivement, on peut avoir, lors de rencontres, par exemple, des temps d'échange avec les écoles qui me disent « Ah, bah oui, j'ai entendu parler de ce projet-là, est-ce qu'on pourrait pas le faire dans mon école, etc. » Donc, c'est possible. C'est ce qui se passe d'ailleurs. On va le faire à Sarcelles, où on va aller. L'idée, c'est de le faire vraiment sur toute une cohorte et d'aller dans toutes les écoles de réseau d'éducation prioritaire. Donc, c'est possible de pouvoir le déployer dans plusieurs écoles. Donc, documentez-le bien, ce travail-là qui est fait en Île-de-France, parce que c'est tous ces projets passerelles qui ont été faits notamment. Ça a commencé, je crois, dans le Grand Est. Ça a été présenté lors de la journée nationale à Pompidou en novembre d'il y a 2 ans, lors de la journée éveil culturel, etc. Et malheureusement, dans le Grand Est, ça n'a pas été documenté. Donc, il y a plein de choses formidables qui sont passées, malheureusement, sans documentation. Et là, ce serait important que dans l'Île-de-France, qui a suivi, donc après le Grand Est, ces actions très, très, très importantes qui permettent ces liens 0-6 ans, fondamentales aujourd'hui, si on veut effectivement le succès scolaire et plus que ça davantage, qui soient vraiment documentés. C'est-à-dire qu'il y ait des traces et pas simplement une liste d'actions, point barre, et puis un bilan, mais uniquement formel, etc., etc. Ça, c'est vraiment important pour que ces choses puissent justement s'ancrer sur les territoires, deviennent une pratique courante, etc., etc. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. On est d'ailleurs notamment... On communique aussi dessus. Là, on est récemment soutenu par le Fonds d'innovation Petite Enfance, donc, qui est donc préfecture de la région Île-de-France et la CAF de Paris. Et donc là, on est financé sur 3 ans pour le déployer dans 5, 10, 15 écoles là à Paris. Et on va être accompagné même aussi d'un cabinet de mesure d'impact pour pouvoir aussi nous accompagner sur vraiment quel a été l'impact pour les tout-petits, pour les parents, sur les premiers mois de scolarisation. Voilà, pour qu'ensuite, dans d'autres régions, ça se diffuse. Voilà, parce que c'est des bonnes pratiques. Si on fait juste un catalogue d'actions, oui, mais encore, comment ça s'est fait, qu'est-ce que ça donne, etc. Témoignage de parents 2 ans, 3 ans après. Il y a des trucs incroyables. Il faut écrire des livres, je suis désolée. Il faut faire des vidéos, il faut faire des choses. Pas simplement
juste on a fait et puis on remplit un dossier, quoi. Et c'est ça le truc, pour que vraiment après ça soit approprié par les terrains, que ça vienne des crèches, des MAM, des RAM, des RPE, des écoles, etc. Pour que voilà, ça c'est très important. Merci infiniment. Du coup, je rebondis aussi. Pour savoir, du coup, vous êtes plutôt au nord de la région parisienne, ou est-ce que dans le sud de la région parisienne, vous avez déjà travaillé aussi, enfin, dans 77 par exemple? Oui, alors dans le 78, pas encore. Je crois qu'on a fait des formations dans 77, mais on intervient sur toute l'île de France. Voilà, on peut intervenir en formation dans toute la France. Et on a un pôle à Nantes et à Marseille qui nous permet aussi de développer des projets artistiques et de formation. Donc dans toute l'île de France. D'accord. Et du coup, j'avais aussi une question pour le cinéma. Au début, vous parliez donc du coup des peurs, enfin, des adultes. Est-ce que vous avez des retours par rapport à pour la petite enfance, parce qu'on dit souvent que les écrans c'est néfaste pour les moins de 3 ans, moins de 4 ans même. Donc c'est beaucoup un sujet qui fait beaucoup de débat actuellement. Est-ce que du coup vous avez des résultats sur le fait que vous avez proposé à des enfants de 2 ans et des retours sur les médiations quand vous parlez de l'aspect vivant qui permet du coup à l'enfant de pouvoir s'approprier facilement, je pense, au niveau de ses émotions et comprendre un peu plus ce qu'il a vu par l'image, parce que souvent c'est ça qu'on interdit au niveau des écrans. Enfin voilà, je m'étale un peu, mais est-ce que du coup vous avez quelque chose de concret et puis même si vous n'êtes pas psychologue... Alors, ce qui est concret et ce dont peuvent témoigner à la fois les professionnels en salle de cinéma et les professionnels de crèche, c'est que dès lors en fait, qu'on s'intéresse à la question du cinéma avec les tout-petits et qu'on s'empare en fait, des moyens de la projection et de l'accompagnement, en fait, il n'y a plus de questions qui se posent. C'est-à-dire que le cinéma, nous, on le présente comme une sortie d'abord culturelle dans une salle de cinéma pour vivre une expérience collective. Donc en fait, ça n'est pas un écran comme les autres. Et donc, alors, je ne vais pas dire que du coup, il n'y a pas de débat, parce qu'évidemment qu'il y en a un. Mais enfin, voilà, ces conditions pour montrer le cinéma sont quand même très particulières et très singulières. Et c'est quand même ce vers quoi nous, on veut emmener les professionnels de crèche et les familles, évidemment. C'est quand même vers la sortie au cinéma. Après, évidemment, la question des écrans à la maison, c'est autre chose. Mais reste qu'à partir du moment où on parle de contenu, qu'on parle de films adaptés, donc avec des durées extrêmement courtes, qu'on travaille avec les familles ou que les professionnels des crèches travaillent avec les familles sur ces questions de programmation et de la façon en fait, d'accompagner la projection des films, c'est-à-dire en fait, d'être présent avec l'enfant pour cette catégorie d'âge. En fait, la peur, elle n'existe plus. Parce que ce que vous observez, c'est que votre enfant, il va bien, et que les enfants en collectivité vont bien. Je parle au moment de la projection, hein, je ne veux pas dire que ça... Et donc voilà, donc en fait, ce que nous, on essaie de faire, c'est le travail d'intérêt de ces professionnels pour s'emparer de la question, et aussi des familles, de sorte à, par l'expérience, découvrir qu'en fait, le cinéma n'est pas en soi un problème comme le reste des autres écrans. Et après, on n'a pas de discours, nous, sur les autres écrans, on n'est pas spécialiste de ça. En tout cas, ce qu'on défend, c'est la spécificité du cinéma. En tout cas, au niveau scientifique, le regard de cet écran géant n'a pas le même impact, en tout cas déjà, que non. Les petits écrans. Non, mais parce que de toute façon, ce dont on parle, ce sont aussi de temps extrêmement réduits. Enfin, quand on parle d'une projection en salle de cinéma, on parle de 30 minutes, 40 minutes, tout compris. Il ne s'agit pas du tout des mêmes en effet, conditions vis-à-vis des autres écrans, éventuellement, qui n'ont pas, par exemple, ne serait-ce que quelque chose de très concret, un début et une fin. Là, un film, on sait quand il commence, on sait quand il s'arrête. D'ailleurs, les outils de médiation sur lesquels je suis rapidement passée, mais ont cette dimension-là aussi, qui est, par exemple, la maison est un bon exemple de ça. C'est-à-dire que la projection, la séance de cinéma commence avec la médiatrice qui va ouvrir cette maison et en faire sortir un personnage. Et la séance se termine quand le dernier personnage re-rentre dans la maison. Donc en fait, la séance, elle commence et elle se termine de façon extrêmement matérielle, quoi.
Voilà, et c'est un des outils d'accompagnement aussi qui fait que la séance de cinéma, en effet, n'est pas un problème en tant que tel pour les tout petits, avec quand même cette question de l'accompagnement qui est primordiale. Comme dans le spectacle, exactement. Les temps de transition avant-après sont très importantes, donc vous avez acquis beaucoup par rapport à ça, puis ça n'a rien à voir le cinéma avec les écrans, puisque à preuve du contraire, il n'y a pas d'addiction au cinéma, alors qu'il y a addiction dès chez les nourrissons, ce qui est dramatique, puisqu'on déconditionne les bébés actuellement aux écrans. Donc autant les écrans sont toxiques pour les tout petits, autant le cinéma, quand c'est fait ainsi, comme le spectacle vivant. Le spectacle vivant, d'ailleurs, il y a 30 ans aussi, on s'en méfiait aussi. Il n'y avait aucun financement des DRAC pour des spectacles pourtant de haute qualité et reconnus aujourd'hui. Donc, risque de surstimulation, pensait-on à l'époque. Tandis que là, effectivement, avec tous les acquis de ces 30 dernières années sur l'accompagnement, la médiation, etc., et puis tout ce qu'on peut faire aussi à la crèche ou chez soi, parce que les enfants, ils adorent le noir, jouer à se faire peur. Et on peut imaginer de mettre sous une table, et puis on se cache bien dessous à la crèche comme chez soi, on fait du cache-cache, on joue avec les lampeaux de poche, on peut lire des histoires cachées sous la table à l'histoire. Enfin, il y a tous ces trucs-là, et puis il y a le merveilleux album Qui a peur du noir, n'est-ce pas, qu'adorent les tout petits. Donc je veux dire, il ne faut pas non plus fantasmer sur leur peur qui sont les nôtres. Mais si c'est fait justement de manière artistique, belle, mesurée, pensée, go on. Au contraire, on leur a, quelque part, ils apprendront ne pas d'avoir peur, justement. Il ne faut pas être terrorisé par n'importe quoi. Aussi. Ils peuvent avoir peur. Oui, par ailleurs. Mais peut-être que ça n'est pas que négatif d'avoir peur. C'est tout le coup des surprises qui font peur. Mais ce que j'entends derrière votre question, je ne sais pas si vous travaillez en crèche, mais c'est peut-être aussi la question qui se pose, c'est toujours quel discours avoir auprès des familles et auprès des parents. Parce qu'en effet, ce qui peut se produire, c'est vous lancez dans un projet cinéma à la crèche, qu'est-ce que ça va avoir comme effet et comment vont réagir les familles. Nous, on est là, malgré tout. Alors, si c'est nous ou quelqu'un d'autre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une formation sur ces questions-là pour vous sentir ensuite avoir une posture et avoir des outils pour répondre aux familles. Voilà. Il ne s'agit pas, en effet, de plaquer, de dire si, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est en effet plus complexe que ça. Il y a des freins qui sont plus ou moins forts et grands chez les familles, et même d'ailleurs peut-être dans vos équipes. Tout le monde ne peut pas être peut-être tout à fait d'accord ou complètement ouvert sur cette question-là au départ. Donc on est là, évidemment, aussi pour permettre l'expérience et la discussion autour de ça. Oui, ça m'a juste étonné quelque chose. Bonjour, je suis Marianne Lebib, conseillère pédagogique sur la ville de La Courneuve. Je suis là. Et je suis ravie d'être là cet après-midi parce que je suis ravie aussi d'entendre de liaison avec l'éducation nationale et le passage justement vers la maternelle. Et je voulais savoir s'il y avait des actions éventuellement sur la TPS, la toute petite section, puisqu'il y a de plus en plus de classes qui accueillent des enfants de 2 à 3 ans. Et sinon, dans quelle mesure on pourrait justement accompagner ce type d'action? Je peux. Alors donc, sur cette question... C'est ma voix. Pardon. On a commencé cette année un projet avec 2 écoles de Clichy-sous-Bois sur des TPS, avec donc des enfants qui viennent dans l'école qui ont le même âge, qui sont les grands gardés par les assistantes maternelles dans une classe, qui viennent dans une école, et des grands d'une crèche qui viennent. On est sur des toutes petits effectifs de part et d'autre. C'est des classes de 10 d'un côté, en TPS, et du coup, on est sur 10 enfants de l'autre côté. Mais on va espérer avoir la qualité grâce à ces petits effectifs. Et on va passer des matinées ensemble avec 2 artistes systématiquement, et une progression, puisqu'ils vont revoir les artistes, et une construction d'un temps commun, qui n'est pas un spectacle, qui va être un temps festif, où le mot spectacle, on va essayer de le définir autrement, parce qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce mot, et les parents, il faut qu'ils comprennent que c'est pas le spectacle de fin d'année que les enfants de 2 ans ils vont faire.
Donc on va échanger avec eux là-dessus justement, et les TPS permettent beaucoup les échanges avec les parents, contrairement peut-être à l'école déjà, l'échelon du dessus où les parents ils peuvent rentrer mais il faut qu'ils ressortent assez rapidement. Et les enseignants de TPS ont à cœur d'accueillir les parents le plus possible. Donc là, ça va être la première année qu'on va faire ça. Et c'est avec la cité éducative du coup. C'est possible. On peut faire des actions avec les TPS. D'ailleurs, on a beaucoup pensé par rapport à l'école en pente douce, comment on pouvait faire le lien avec ces classes-là, puisque il y avait aussi le sujet. L'école en pente douce, c'est avant la rentrée, mais en fait, il y a certains enseignants et enseignantes qui nous ont dit est-ce que vous pouvez revenir sur les premiers mois de scolarisation, parce qu'il y a certains enfants qu'on identifie avec des difficultés à qui ça pourrait faire du bien, je pense, ce type d'atelier d'éveil artistique avec leurs parents. Donc c'est possible. C'est vrai qu'on l'a beaucoup mené aussi dans le cadre de cité éducative. Donc ça, c'est après avoir. Souvent, c'est des échanges entre les écoles maternelles qui vont dire nous, on aimerait bien cibler telle classe, ou avec l'IEN. Enfin voilà, c'est une discussion à avoir, mais c'est en tout cas faisable, quoi. Que ce soit école en pente douce, ou d'ailleurs même intervenir. Nous, on intervient même au sein des écoles maternelles, sans les parents, où on vient en classe faire des ateliers d'éveil ou des projets parfois un peu plus, j'ai envie de dire, ambitieux, où on intervient sur plusieurs séances hebdomadaires ou bimensuelles pour mener un projet, et on peut allier une thématique artistique avec un thème citoyen. Je pense à un projet qu'on a fait avec les tout petits sur le monstre rigolo du genre, qui permettait de découvrir pas mal de disciplines artistiques. Donc l'artiste était assez, je trouve, assez forte pour pouvoir utiliser à la fois le théâtre, les arts plastiques, pour pouvoir justement sensibiliser les tout petits sur l'égalité filles-garçons. Alors là, c'est vrai que les TPS, c'est tout petit, mais en tout cas, c'est faisable aussi avec les enfants d'école maternelle. Du coup, il n'y a plus de questions. Alors du coup, au niveau de la Courneuve, il me semble qu'il y a 3 médiathèques identifiées. J'ai les 2 premières, c'est Aimé Césaire et John Lennon. Donc ne pas hésiter aussi à se rapprocher des équipes pour voir aussi quel type de propositions ils peuvent vous faire. Et aussi peut-être se rapprocher aussi, notamment, essayer de faire des partenariats, tout ce qui est médiathèque, centre socioculturel ou médiathèque école, parce que aussi c'est la co-construction. C'est aussi vraiment cette idée de, sans avoir l'idée du contexte, et de savoir qui sont les acteurs, parce qu'on va tous porter différemment. Un projet qui est fait à Épinay peut être fait à la Courneuve, mais de façon différente, parce que la typologie de public est totalement différente. Et donc peut-être aussi se rapprocher des partenaires et essayer de faire des groupes de travail. Et vu que chaque personne va interagir différemment, chaque personne est ressource sur des choses différentes, ça pourra peut-être faire émerger quelque chose de collectif, peut-être plus durable que... Je réponds juste très rapidement, mais parce que c'est un lien particulier avec la Courneuve. Peut-être que d'ailleurs, vous en avez entendu parler, mais ce que je n'ai pas mentionné, c'est que Cinéma 93 est coordinatrice sur le territoire d'un dispositif d'éducation à l'image qui s'appelle Ma Première Séance, qui est la version maternelle d'école cinéma, collège de cinéma, lycéen au cinéma, et qui est née à la Courneuve, et qui a été initiée d'ailleurs par Sarah Génaud, qui travaille aujourd'hui chez Cinéma 93, quand elle était médiatrice à l'Étoile, et qui fait ce travail de programmation et d'un programme de films sur une année scolaire, y compris avec les TPS, et qui là est toujours assorti d'un travail spécifique de médiation, qui en plus des films propose un ciné-spectacle et un atelier en classe, pour le coup à l'intérieur de l'établissement, qui en général est un atelier autour du sensoriel. Voilà, on travaille beaucoup les films autour des questions des sens, donc tactile, l'ouïe, etc. Donc, voilà, c'est une des réponses aussi du TPS dans le cadre scolaire, quoi.